Alors, bonjour et bienvenue à la poursuite de l'étude de notre livre « La construction du personnage » de Stanislavski. Je le redis parce que, par exemple, quelqu'un qui prendrait le livre à partir du chapitre 14 pour qu'il sache de quoi on parle. Alors, nous arrivons vers la fin. Il parle d'une éthique théâtrale. Il dit que l'écrivain, le compositeur, le sculpteur, eux, ils peuvent prendre leur temps. Ils peuvent travailler au rythme qu'ils veulent parce qu'ils sont seuls. Hein? À moins qu'ils aient un contrat qu'il faut qu'ils finissent d'écrire pour telle date, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent. Ce qui n'est pas la même chose du comédien qui travaille en équipe. Donc, ce travail-là exige l'ordre, la discipline, un code d'éthique. Tout ça doit faire partie de notre travail. Puis là, il a dit une phrase vraiment intéressante. Il dit « Aimez l'art en vous-même et non pas vous-même dans l'art. » Hein? C'est toute la différence. L'art vient à nous et on l'aime pour ce qu'il est et non pas qu'on aime se voir dans l'art. Si le théâtre ne doit pas vous ennoblir, faire de vous un être meilleur, vous devez le fuir. Alors, si le théâtre vous rend, ou le jeu devant la caméra, peu importe, c'est toujours la même chose, vous rend vaniteux, imbu, il faut arrêter. Il ne faut pas faire ça. Le théâtre doit vous ennoblir, vous rendre meilleur. Et le succès, demande un élève timidement. Il dit, le succès, il est passager, il est évanescent, répondit le professeur. La passion véritable est dans l'angoissante recherche de la connaissance, dans l'approfondissement de toutes les nuances, de toutes les subtilités des secrets de la création. Il faut continuer à faire des efforts. Et puis, même les gens qui sont de grandes vedettes, à chaque fois qu'ils abordent un nouveau rôle, ils sont tout aussi petits devant ce nouveau personnage parce que c'est pas parce que tu as été bon hier que tu vas être capable de rendre ce nouveau personnage-là de façon majestueuse. Donc, ça met encore plus de pression parce que tout le monde se dit « Ah, il est bon, il va être encore bon. » Mais c'est pas toujours comme ça. Parce que le danger de devenir imbu, c'est que l'acteur est exposé chaque jour à la vue d'un millier de spectateurs de telle heure à telle heure. Il est environné du magnifique apparat de la mise en scène. Il est mis en valeur par un décor efficace, vêtu souvent de beaux costumes élégants. Il dit des textes composés par des génies célèbres. Il fait des gestes pittoresques. Être constamment sous l'œil du public, se montrer sous ses plus beaux dehors, recevoir des ovations, accepter les louanges extravagantes, lire les coupures de presse enthousiastes, toutes ces choses et beaucoup d'autres du même ordre constituent des tentations démesurées. Tentations de quoi? D'être dans son nombril, d'être centré sur lui-même. Ça m'est arrivé, moi, de rencontrer des acteurs. On était sur une série, on partait en vacances 6 semaines. Quand on revenait des vacances, à la cantine, on attendait. Puis, comment ça a été tes vacances? Ah, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela, blablabla. Bla, bla, bla. Elle part. OK, mais moi aussi, j'arrive de vacances, tu sais. Plus capable de prendre conscience de l'autre, que l'autre aussi, on peut lui poser des questions, s'intéresser à l'autre. Bon, je lui en veux pas, là. Moi, à sa place, dans ses souliers, avoir cette reconnaissance, j'aurais fait la même chose, peut-être même pire. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit qu'il faut s'éloigner de ça si on sent que ça peut agir sur notre manière d'être en société. Tout cela développe chez l'acteur le besoin de titillation constante, ininterrompue, de sa vanité personnelle. Mais s'il ne vit que sur des encouragements de ce genre, il est condamné à déchoir, à tomber dans la vulgarité. Donc, de n'être qu'un être humain inintéressant. Nous devons vivre en fonction d'une discipline rigide. Retenez ce conseil pratique, n'entrez jamais au théâtre avec les pieds boueux. Laissez votre poussière et votre boue à l'extérieur. Donc, il veut dire par là, votre côté personnel, vos émotions, votre petite vie, ça ne fait pas partie du théâtre. Le personnage qui a la plus grande importance. Alors, on parle, ça me rappelle un acteur, un grand comique, Olivier Guimond, qui était très connu dans les années 60-70, 60-70, moi je l'ai connu plus tard, là, par les vidéos et tout ça. Et puis, une anecdote, son fils venait de mourir. Son fils était décédé. Il a dû prendre l'avion pour aller aux États-Unis pour les funérailles de son fils. Il est revenu in extremis parce que le soir, il joue au théâtre.
Et le monde riait, les gens se tapaient sur les cuisses et tout ça. Alors, à la fin, il sort du théâtre, puis il y a un spectateur qui est dehors qui lui dit « Hey, vous, monsieur Guimond, là, vous êtes drôle, hein? Ça paraît que vous n'avez pas de problème d'envie. » Il donne une bonne tape derrière l'épaule. Eh ben, et voilà. Il arrivait les funérailles de son fils. Donc, il avait laissé la poussière et la boue à l'extérieur du théâtre. Là, il parle, il y a des comédiens qui avaient rencontré, des jeunes comédiens qui avaient été au théâtre, ils avaient été voir une pièce de théâtre, puis ils avaient vu le comédien après au restaurant, ils avaient été le voir, ils étaient tous impressionnés, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et puis là, ils s'assoient avec lui, le comédien les invite à s'asseoir, et puis ils ont découvert un personnage alcoolique, négatif, grognon, puis il leur a même laissé la facture de l'alcool quand il est parti. Puis les jeunes comédiens, sans sous, ont été obligés de payer ça. Ils ont eu une dette pendant longtemps. Donc, ils étaient vraiment impressionnés de l'antithèse, de la différence entre le comédien sur scène qu'ils idolâtraient et le personnage inintéressant et négatif dans la vie. Alors, l'auteur ici dit « C'est seulement lorsqu'un acteur est chez lui, dans l'intimité, toute porte fermée, qu'il peut se laisser aller. » Car son rôle n'est pas terminé lorsque le rideau se baisse. L'acteur continue dans la vie quotidienne à être le porte-drapeau de tout ce qui est noble. Tu portes l'art en toi. C'est une grosse charge, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut prendre une photo de toi n'importe comment, la publier. Il faut vraiment être dans l'éthique théâtrale, dans l'éthique du travail de comédien pour pouvoir survivre de nos jours, je trouve. Alors là, il parle qu'il y a des comédiens qui jouaient ensemble, qui ne s'adressaient pas la parole, qui passaient par une tierce personne. Dis-lui que ceci, que cela. Oui, réponds-lui que ceci, ce peu-là. Et ça m'a fait penser un peu à Michel Richard et Serge Laprade. Il y avait des histoires là, qui s'engueulaient avant le tournage de Garden Party. Il y a aussi Dominique Michel, puis Denise Filiatro qui ont rompu, qui ont travaillé ensemble, il y avait des tensions. Donc, oui, il faut faire attention à tout ça. Alors, il dit « J'espère que tout ceci vous servira d'exemple et de vivant avertissement. » Alors, il parle ici que, il dit « Malgré ma grande admiration pour certains talents individuels splendides, je n'accepte pas le principe de la vedette. La racine même de notre art réside dans l'effort créateur collectif. » C'est le mot sur lequel je veux qu'on s'appuie. Ceci exige un jeu d'ensemble et quiconque trouble cet ensemble commet un crime contre ses camarades et contre l'art dont il est le serviteur. Donc, collectif. Quand on est sur un plateau de tournage, même si on a le rôle principal, le perchiste est aussi important que toi. Parce qu'il y a justement un collectif. Tout le monde te supporte si ça ne va pas bien, si tu es fatigué, si la scène est difficile. Mais il faut avoir un respect complet de toute l'équipe et pas faire de distinction, justement, entre « je suis comédienne, tu es un technicien ». Puis moi, je lève mon chapeau à Guylaine Tremblay. Je l'ai souvent dit, j'ai travaillé avec elle sur Annie et ses hommes et j'ai énormément appris de cet être humain splendide et incroyablement généreuse. Guylaine, on ne sentait jamais « t'es un technicien », t'es un lead road. Non, c'était tout le monde égal, tout le monde en fait partie de la même équipe. Elle s'intéressait à nous, posait des questions et elle avait un tempo-rythme, si je peux m'exprimer dans les termes de Stanislavski, incroyablement puissant. Guylaine, elle m'a dit un jour qu'elle ressentait jamais la fatigue. Donc, elle avait une énergie qu'elle propageait à toute l'équipe et je dois dire que c'est mon plus beau plateau que j'ai fait. On avait beaucoup de plaisir et on travaillait très, très fort. Mais c'était vraiment guidé par la lumière que Guylaine nous apportait. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite d'être un comédien aussi généreux que Guylaine. Et puis, Guylaine est beaucoup aimée du public. Elle reçoit beaucoup de prix au niveau des comédiens préférés. Et avec raison, parce qu'elle est vraiment comme ça dans la vie. Alors, d'abord, il donne des conseils. Il dit « Arrivez au théâtre en temps utile, comme par exemple une demi-heure ou un quart d'heure avant le début des répétitions, de manière à revoir tous les éléments nécessaires à la création de votre état intérieur. Le retard d'une seule personne suffit à désorganiser tous les autres et si tout le monde est en retard, vos heures de travail seront gaspillées.
Donc, d'être à l'ordre, à l'heure, bien travailler, prendre des notes. Et puis moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, j'étais souvent en retard. Je restais très proche de l'université, donc je partais toujours à la dernière minute parce que je me disais, ah, j'habite proche. Mais ça faisait en sorte que parfois, j'arrivais en retard, puis je me rappelle, ça frustrait mes amis comédiens avec qui je répétais. Je m'excuse, Nathalie. À partir de là, ma professeure avait dit, tu sais, dans le milieu, ça se sait très vite quand un comédien arrive en retard. Par moment, on va choisir, à talent égal, bien, on va choisir celle qui arrive à l'heure. Alors, ça m'avait marqué quand elle avait dit ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été en retard à une répétition, même que j'arrivais longtemps d'avance. Même chose sur les plateaux de tournage. Même que la veille, j'allais voir où se situait notre lieu de tournage pour pas être dans la panique de ne pas trouver l'endroit. Donc, moi, je vous conseille de faire ça aussi. Pierre-Paul Alain, un comédien avec qui je travaille toujours en avance. C'est même rendu drôle quand il arrive à l'heure, on est comme, il capote parce que là, il est arrivé à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une grande qualité qu'il faut acquérir comme comédien. Alors là, lui, il dit, ces comédiens-là là, qui arrivent en retard, ils croient qu'il leur suffit de travailler pendant la répétition et qu'ils peuvent rester oisifs lorsqu'ils sont chez eux. Il parle qu'il faut travailler à la maison. La répétition n'a pour but que de clarifier les problèmes sur lesquels l'acteur devra ensuite travailler chez lui. Donc, ça sent ça quand un comédien ne travaille pas chez lui. Moi, quand je coach mes jeunes pour les auditions, pour les écoles de théâtre, puis qui font juste me voir, bien, on recule. Hein? On s'est rendu là. Là, ils n'ont pas travaillé chez eux, ça a reculé. Donc, quand on se voit, il faut essayer de retrouver où est-ce qu'on était rendu et avancer un peu. C'est le contraire. On se rend là, chez toi, tu l'amènes là. Quand on se revoit, on l'amène là. Donc, ça se voit tout de suite. Il dit, moi, quand je vois des comédiens qui bavardent dans les coulisses en attendant leur entrée de scène, il dit, ça l'énerve, les acteurs devraient travailler. Puis aujourd'hui, bien, c'est encore plus facile avec les réseaux sociaux et nos petits téléphones dans les mains d'aller faire du scrolling puis regarder des choses un peu inutiles plutôt que de travailler. Moi, j'ai en mémoire une personne très, très disciplinée, Chantal Fontaine. J'ai travaillé avec elle pendant plusieurs années sur Virginie. Je coachais Laurence Leboeuf. Puis Chantal, là, elle savait toujours son texte, toujours à l'heure, elle ne se trompait jamais dans son texte, toujours super bonne, toujours dynamique, prête au travail. Je veux dire, elle a fait ça pendant 12 ans, je pense. Bien, à la 10e année, elle faisait encore ça de la même manière. Elle était incroyable. Puis je vous dirais, la seule fois où je l'ai vue oublier son texte, peut-être 2 fois, c'est quand elle a arrêté de fumer, ça agissait sur sa concentration. Puis même encore, elle était d'une incroyable discipline et c'est la raison pour laquelle Virginie a duré 12 ans. Parce que si elle n'avait pas été comme ça en tant que rôle principal, bien peut-être qu'après 1 an, ça se serait terminé. Parce que pour faire confiance à un rôle principal qui tient la série, bien, il faut que le rôle principal, justement, puisse porter ça à bout de bras. Donc, c'est la raison pour laquelle sûrement que ça a duré 12 ans. Donc, je lui lève mon chapeau. Puis, elle avait des enfants, puis tout ça. Je veux dire, elle avait une vie comme la nôtre. Puis, toujours de bonne humeur, toujours prête, toujours... elle savait son texte. Incroyable. Moi, je l'admirais énormément. Parce que moi, j'avais un enfant aussi, puis j'arrivais souvent sur les plateaux pour travailler avec Laurence, et puis j'étais pas dans cette forme-là. Alors, il dit, de quelle manière un chanteur ou un pianiste ou un danseur commence-t-il leur journée? Bon, ben là, il lui dit, ils se lèvent, ils mangent, font des exercices de voix, ils font des exercices alors avec leur instrument. Puis il dit, ben, les comédiens, eux autres, bof, ils font pas grand-chose. Il dit, j'ai pas le temps. Il dit, il faut quand même se donner une discipline, même si on n'a pas de rôle. Au contraire, parce qu'on n'a pas de rôle, de s'entraîner, de travailler fort, de s'imposer à apprendre des textes, de travailler des textes. Je veux dire, il ne faut pas attendre que le téléphone sonne. Alors lui, il dit, l'acteur est le seul qui se lève le matin, s'habille, déjeune et se précipite dans la rue pour rendre visite à des amis, faire des courses personnelles parce qu'il a plein de temps libre. Alors, il dit que l'acteur doit travailler chez lui autant que les musiciens. Moi, j'ai côtoyé des musiciens professionnels, j'ai côtoyé des étudiants au conservatoire et puis c'était 3 heures de pratique de l'instrument par jour. Ça incluait des déplacements, ça incluait les cours à l'école, ça incluait un petit travail on the side pour gagner sa vie. Donc, essayez de mettre 3 heures de travail sur votre jeu d'acteur par jour en ayant toutes vos activités.
c'est de l'ordre de la jonglerie au niveau du temps, là. C'est très, très, très exigeant. Donc, peut-être pas 3 heures, mais si tu dis, moi, je veux être comédien, c'est ça que je veux faire dans la vie, ben OK, 1 heure par jour peut-être, si c'est vraiment ça. Sinon, si tu n'as pas envie, bien, ça veut dire que tu n'aimes pas ça. Hein? Alors, il dit, les exercices que nous faisons ici ne doivent pas être arrêtés par l'obtention de votre diplôme. Ils doivent se poursuivre pendant toute votre existence d'artiste. Alors, si vous êtes dans un processus, si vous écoutez ces livres-là, c'est parce que vous avez un intérêt. Travaillez, trouvez-vous des façons, travaillez des scènes, trouvez-vous des copains. Dans des formations, faites des alliances, travaillez avec d'autres personnes, écrivez vos propres textes. Alors, c'était très, très, très important de se mettre au travail. Puis là, il parle ici, parce qu'à l'époque, les comédiens étaient engagés dans une compagnie. C'était toujours les mêmes acteurs et ils choisissaient les pièces en fonction des comédiens disponibles qui étaient dans la compagnie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il parle qu'il y a des comédiens qui, par exemple, n'ont pas un gros rôle et puis là, ils attendent de rentrer sur scène, ils font rien d'autre, ils ne travaillent pas. Donc, encore là, il parle de discipline. Puis, il parle aussi que quand les répétitions sont trop tôt le matin, c'est difficile pour un comédien parce qu'un comédien va finir de jouer à, je ne sais pas, la pièce, ça commence à 20h, parfois 19h, à 11h, 23h, le comédien sort de scène. Bien, il est plein d'adrénaline, il y a une tension physique, nerveuse qu'il doit évacuer. Il ne peut pas aller se coucher à 11h30. C'est comme les gens normaux qui finissent de travailler à 5h. Bien, ils ne vont pas se coucher à 6h. Ils vont manger, ils vont se détendre. Mais c'est la même chose pour le comédien. Moi, j'adorais cet horaire. Sortir de scène, aller manger avec appétit, parce qu'avant de jouer, tu ne manges pas beaucoup. Moi, je prenais un petit ensure, là, tu sais, les petits trucs liquides. Là. Je buvais ça pour me donner l'énergie nécessaire. Après, là, je peux aller manger steak frites. La bière est bonne après un spectacle. Et puis là, tu te détends, l'adrénaline descend un peu. Là, tu te dis, OK, je vais rentrer chez moi. Bon, vers 1h, 2h du matin, dépendamment. On se couche. Moi, le lendemain, je me levais vers 10, 11h. Je faisais mes petits trucs, dînais, commençais à penser à aller au théâtre. C'était vraiment un rythme que j'aimais beaucoup. Alors, c'est difficile pour les comédiens qui jouent au théâtre le soir puis qui sont en tournage le lendemain matin sur les plateaux de tournage. Parce que les plateaux de tournage, je me souviens, j'étais sur le plateau à 7h. Donc, ça veut dire tu te lèves à 5h, 5h30, dépendamment si tu habites proche ou pas du plateau de tournage. Donc, il y a des comédiens qui devaient arriver à 5h du matin pour se faire maquiller, coiffer, dépendamment de la complexité de tout ça. Les producteurs devraient prendre en compte ce genre de choses parce que ça fait en sorte que le comédien va être moins bon. Puis moi, on m'avait engagée pour travailler avec un enfant acteur avec lequel, soi-disant, on avait des problèmes. Finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'enfant qui était problématique, c'était les horaires. On faisait arriver cet enfant-là à 7h le matin quand il vivait en banlieue. Donc, il fallait qu'il parte à 6h moins quart du matin. Puis, ses horaires, il finissait de travailler à 19h le soir. Alors, il n'était pas chez lui avant 20h. Le bain, se coucher, donc il n'était pas couché avant 9h, peut-être pas endormi avant 22h. Donc, il fallait qu'il se lève à 5h. Bien, il était brûlé. Donc, moi, j'avais dit, d'accord, vous voulez que je travaille avec vous, mais pour que je règle la situation, mais il va falloir m'écouter. Puis quand ça s'est rendu aux oreilles du producteur, j'ai eu vent qui n'était pas très content, dans le sens que moi, je pointais du doigt le producteur et les horaires, mais ils ont été vraiment corrects parce qu'ils m'ont entendu. Alors, le petit ne commençait pas avant 9h ou 10h, je me souviens bien, parce qu'il fallait laisser passer l'heure du trafic, vu qu'il habitait en banlieue. Puis, j'avais demandé qu'il ne finisse pas plus tard que 5h pour qu'il soit chez eux vers 6h30, qu'il puisse souper avec ses frères et sœurs, se détendre et aller au lit normalement en même temps que les autres. Donc, les horaires, c'est la clé, surtout pour un enfant. Ah oui, là, il parle des acteurs qui arrivent en répétition, qui ne prennent pas de notes.